Toi c'est manga, tu les lis. Allez, salut! Non mais Wade, t'as vu le HD de cette caméra? Mais regarde, on peut voir tous mes défauts maintenant. Mais c'est formidable! Salut, c'est Olive. Comment ça va depuis le temps? Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai déjà des vidéos d'avance qu'il faudrait que je monte et que je sorte un jour. Le problème c'est qu'évidemment je suis comme d'habitude en retard. Du coup, eh bien, je m'empresse de filmer cette vidéo sur mes premières lectures et mes premiers coups de cœur manga 2018. Aujourd'hui, j'ai 5 mangas coup de cœur à vous présenter. Je vais tout simplement vous les montrer par ordre de lecture. On commence avec un manga qui est sorti l'année dernière. Oui, je me prends toujours très en avance. Il s'agit du premier tome de Perfutar Corporation de Hikaru Nakamura aux éditions Kurokawa. C'est l'auteur des Vacances de Jésus et Bouddha. Alors, j'ai mis du temps à réaliser que c'était elle, parce que je suis pas douée et parce que je sais pas lire. Et en fait, c'est le dessin. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ce dessin me dit quelque chose. Et c'est en vérifiant que j'ai dit, ah mais oui, mais bien sûr. C'est l'histoire de Miharu qui a 22 ans, qui cherche désespérément un boulot depuis des années. Il n'a pas de diplôme puisqu'il n'a pas fait d'études, mais il est travailleur, il est volontaire. Mais malheureusement, on lui ferme toutes les portes et ça fait 2 ans, je crois, qu'il travaille dans une petite épicerie et il en a marre, il pète un câble. Et en ce soir de Noël, il pète d'autant plus un câble qu'il vient d'apprendre que son collègue, qui est un branleur fini, a terminé ses études, a un diplôme et va avoir un CDI avec son premier boulot dans une grande entreprise. Donc là, Miharu se dit que non, stop, arrêtez de me torturer! Et pour se venger de cette vie totalement injuste, il va voler un gâteau dans sa boutique, un gâteau qui était jugé périmé. Et alors, je vous accorde que c'est pas un gros crime, mais ça reste un crime aux yeux du père Fouettard, qui chaque soir de Noël se rend en ville pour repérer tous les méchants qui font du mal à Madame la Loi, et Miharu, avec son vol de gâteau, est forcément dans le collimateur du père Fouettard. Donc, nous, en tant que lecteurs, et Miharu en tant que héros malheureux, on se dit tous que ça y est, c'est la fin pour lui, il va souffrir 1000 tourments, mais en fait pas du tout. Le père Fouettard va lui proposer un job dans son entreprise au pôle Nord, puisque il cherche sans arrêt des employés, et généralement les mauvaises graines font de bons employés. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Mais alors pourquoi j'ai aimé ce manga? Déjà parce que, eh bien, c'est l'auteur des Vacances de Jésus et Bouddha, donc forcément c'est bien, et c'est tout aussi bien que sa précédente série. C'est léger, c'est bourré d'amour, bourré de tendresse, c'est bourré d'humour. On rit avec cet auteur, on rit, on ne peut que rire. Ça joue énormément sur le mythe de Noël. Alors, tous ceux qui adorent Noël vont forcément aimer ce manga parce que il y a des petits bonnets rouges, il y a des guirlandes, il y a des cadeaux, du papier cadeau de partout. Mais ça aborde aussi un thème très intéressant, surtout dans le contexte actuel, c'est le thème du premier emploi, ou tout du moins de trouver un emploi. Miharu, lui, n'a pas fait d'études, mais même ceux qui ont fait des études se reconnaîtront forcément dans la galère de trouver un premier boulot, dans la galère de trouver des stages, des entreprises qui veulent bien nous prendre, de la galère de faire face aux familles qui s'inquiètent, et puis surtout de la galère de même involontairement se comparer aux autres, qui trouvent un boulot du premier coup, qui sont bien payés, qui trouvent l'amour par la même occasion, gagnent le loto et finissent roi du monde. Ah, les chanceux! Donc Perfutar Corporation, c'est un coup de cœur, parce que j'ai ri, j'ai été happée par cette histoire, j'ai été touchée par l'histoire de Miharu, je me suis reconnue en lui. Et c'est tellement tendre, c'est tellement doux, c'est tellement gentil sans être niais, que tu ne peux qu'adhérer totalement. Je suis une férue de mythologie, de légendes, de tout ça. Et je suis une vieille personne aigrie, donc je n'aime pas qu'on touche à ce que j'aime. Vous le savez déjà, hein, que je râle un peu pour tout et n'importe quoi. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un manga qui allait arriver et qui parlait de centaures, bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et finalement, j'ai aperçu les dessins, je me suis dit, bon, déjà, c'est un bon point. Ensuite, j'ai lu le résumé, je me suis dit, c'est un deuxième bon point. Et j'ai vu le premier tome, malheureusement, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai lu et c'était génial.
Je vous présente donc le deuxième tome de Ryo Shimiyoshi aux éditions Glénat. Donc le deuxième tome est sorti il y a quelques semaines dernier, donc c'est très récent, hein. De toute façon tout ce que je vous présente est récent. Et avant d'aller plus loin, je vais juste vous montrer le dessin. Regardez ce focus qui se fait tout seul, admirez cette perfection. On est au Japon du 15e siècle, il y a d'un côté les humains qui sont vilains, qui sont méchants, et de l'autre côté les centaures qui sont des êtres très impressionnants, hein, parce que tu vois un homme cheval, bon, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais surtout sont des êtres très intelligents, très respectueux de la nature et plein de respect pour la vie. Ce qui est évidemment tout le contraire des humains, puisque ces derniers se sont dit il y a quelques années, et tiens, si on allait tuer tous les centaures ou les réduire en esclavage, mais oui, charmante idée. On suit donc l'aventure pas très sympathique de Matsukaze, un père centaure qui est avec son fils qui essaye de vivre caché dans la forêt. Malheureusement, son fils se fait repérer un jour pendant qu'il volait de la nourriture dans un village et il est poursuivi par des humains. Ça finit de telle sorte que le fils se sauve et Matsukaze est kidnappé. Est-ce qu'on peut dire qu'un homme cheval est kidnappé? Enlevé? Séquestré? Arrêtez. Donc déjà, pour un centaure lambda, c'est pas très sympa d'être attrapé par les humains, mais en plus quand tu t'appelles Matsukaze, ça l'est d'autant moins parce que tu es une légende parmi les centaures et parmi les humains, et évidemment, on va vouloir te vendre au plus offrant, on va vouloir te réduire en charpie, on va vouloir se servir de toi de toutes les manières possibles. Donc là, faut imaginer Matsukaze, un homme cheval très très grand, avec une chevelure rouge flamboyante qui part dans tous les sens, une espèce de mastodonte du cheval et avec le caractère qui va avec forcément. Donc être enfermé par les humains et être réduit à faire des petits tours dans un petit manège pour amuser la galerie, franchement c'est pas le top. Notre pauvre centaure a un peu la rage, et il a d'autant plus la rage qu'il est sans cesse comparé à Kohibari, c'est l'autre centaure, c'est celui qui est sur la couverture, qui lui est d'une beauté foudroyante et est très servile auprès des humains, et c'est d'ailleurs lui qui l'a attrapé. Je ne vous en dis pas plus, mais vous vous doutez que nos pauvres centaures sont mal barrés. J'avais un gros a priori sur ce manga, et très rapidement, dès les premières pages, l'a priori s'est envolé et parti, parce qu'on ne peut pas avoir d'a priori avec Centaure, c'est juste magnifique, mais ce manga est magnifique. L'histoire, même si elle est simple, elle marche très très bien, parce qu'on est tout de suite happé par l'histoire. On est tout de suite attrapé par le sentiment de danger, le sentiment d'inquiétude qui ressort des premières planches. Et en fait, t'as pas du tout le temps de penser, t'as pas le temps de te dire tiens, un homme cheval qui parle japonais. Donc le premier tome avait été un vrai coup de cœur, parce que il y avait des rebondissements, parce qu'il y avait du sentiment, parce qu'il y avait de la douleur, c'était génial. Et j'ai acheté le deuxième tome hier, pour tout vous dire. Et j'ai une charmante personne sur Instagram qui m'a dit oh là là, tu vas voir le tome 2, il est encore mieux, tu vas pas t'en remettre. Donc bon, sûr de moi, je me suis dit mais non, tu vas voir, donne-moi tout, moi je suis un rock, je souffre pas. Finalement. Pourquoi? Donc, charmante personne dont je ne citerai pas le nom, je ne te remercie pas du tout parce que tu m'as spoilé le fait que j'allais finir comme ça. Donc, Centaure, j'ose le dire, c'est un chef-d'œuvre, il faut le lire. Alors pour celui-là, je suis très heureuse d'être en avance parce qu'il sort le 25 avril et eh bien en fait c'est à cause de lui que je sors cette vidéo maintenant parce que j'avais peur d'être en retard. Tada! Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler. Donc oui, il s'agit du Saint Graal, The Promised Neverland. Je remercie beaucoup les éditions Kazé et Anita de m'avoir permis de le lire. Grâce à vous, je me sens importante. Ma vie a un sens. C'est une série qui a été écrite et dessinée par... excusez-moi, je vais tricher parce qu'il est trop tôt pour moi. Je sais pas les yeux en face des trous. Dessinée par Posuka Demitsu et écrit par Kayu Shirai. Alors là, ça va être un peu complexe de vous en parler parce que il y a un truc qui change la donne et je peux pas vous le dire parce que ça vous spoil le tout et le résumé le fait pas d'ailleurs, c'est bien, voilà, enfin un résumé qui ne spoile pas, merci. L'histoire se passe à l'orphelinat Gracefield House. Arrêtez de donner des titres en anglais s'il vous plaît parce que mon accent ne s'en remet pas. On est dans un orphelinat idéal, un peu à la Miss Peregrine. C'est une très belle maison avec un beau jardin, un beau terrain, une petite forêt où les enfants s'éclatent de tout âge, donc on a des nourrissons jusqu'aux plus âgés qui ont entre 12 et 13 ans. Les plus âgés sont d'ailleurs les trois qui sont sur la couverture. On a Emma, Norman et Ray.
qui sont des amis d'enfance, ils se connaissent depuis toujours, ils ont toujours vécu dans cet orphelinat, et ils s'y sentent bien, ils ont leur famille, leurs amis, ils ont maman, c'est la directrice de l'orphelinat, qui prend soin d'eux depuis toujours. Leurs journées sont sensiblement toutes les mêmes, leur emploi du temps est réglé à la minute près, le matin ils passent tous un test, c'est un test de QI en fait, alors moi personnellement je serais incapable de le passer, parce que c'est des maths et j'y comprends rien, ah mais je n'aurai jamais mon examen dans cet orphelinat, c'est terrible. Donc si le matin ils font un test, l'après-midi ils le passent à jouer tous ensemble dans le jardin, et la vie est belle. Mais quand on est un peu attentif, on remarque certains détails. D'abord on a le fait que les enfants ne soient jamais allés dehors, ils n'ont jamais quitté le domaine de l'orphelinat. Il y a aussi le fait que les enfants se fassent adopter par des familles qu'on ne voit jamais. Et surtout il y a le fait qu'ils aient tous un numéro tatoué sur la nuque. Donc vous vous en doutez, effectivement, la vérité n'est pas celle que l'on croit. Et un soir, Emma et Norman vont suivre maman dehors, puisqu'il y a quelque chose qui les pousse à la suivre. Et ils vont voir quelque chose de terrible. Non, je ne vous dirai pas, parce que ça, c'est pas la peine de poser la question. Cette vérité va tout remettre en question, va faire psychoter les gamins, et on comprend un peu pourquoi, parce que, pour la faire simple, et là je vous spoile pas, c'est écrit sur le résumé, eh bien, s'ils se tirent pas vite, ils vont tous y passer. The Promised Neverland, c'est en fait une course contre la montre. Donc pourquoi c'était un coup de cœur? Déjà, vous vous en doutez, c'est à cause de l'histoire, tout simplement parce que, eh bien, c'est glauque, donc forcément ça me plaît. Et surtout, même si bon, les enfants, c'est pas ma tasse de thé, comme ce sont des enfants, en fait, eh bien, ça rend le truc d'autant plus tragique, parce que des adultes, eh bien, des adultes, il y a toujours moyen de se battre. Bon, quand on prend des enfants en héros, physiquement, c'est pas ça, et au niveau du mental, c'est pas ça non plus. Mais vous vous en doutez, les 3 héros de ce manga sont à part, puisqu'ils sont diablement intelligents, et eh bien, ils vont révéler des facultés qu'on ne s'attendait pas à trouver chez eux, et c'est très très bien. Et oh bon Dieu, ce que c'est tendu comme manga, mais t'es tendu, tu sors, t'es pas bien. Il y a des retournements de situation, il y a des secrets inavoués, il y a de la tension dramatique, oh mon Dieu. C'est difficile d'expliquer pourquoi, parce que je peux pas vous spoiler, je peux pas vous raconter morceau par morceau, je peux pas vous dire ah regardez. Donc je dois vous avouer que j'ai l'impression de pas vous avoir dit grand chose en fait, à part vous raconter l'histoire, et encore, parce que eh bien, parce que c'est problématique quand tu peux pas raconter la vérité incroyable. Mais j'ai beaucoup aimé ce manga, déjà pour les dessins, parce que les dessins, wouhou, regardez-moi ça. Et ensuite pour la tension dramatique, parce que c'est tendu et ça s'arrête jamais en fait. T'as l'impression que ça y est, on va respirer, et puis finalement non, boum, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que au niveau de la psychologie, eh bien c'est pas manichéen, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je vais pas vous l'expliquer, donc une fois que vous l'aurez lu, revenez et puis on en parlera. Mais en gros, il y a des indices qui sont laissés à tout va, voilà. Donc pour ceux qui ont eu l'âme de Sherlock Holmes chercher, l'auteur a bien réfléchi son histoire, qu'il n'est pas parti totalement le nez au vent, et qui sait jouer avec les attentes du lecteur, et surtout avec les attentes du lecteur qui justement a l'habitude de ce genre d'histoire. Disons que c'est un auteur sadique, voilà, tout simplement. Dernier petit argument que ça je peux vous montrer. Donc là nous avons la jaquette japonaise, et de l'autre côté, et qu'est-ce qu'on a? Benjamin Lacombe. Admirez ce style, ce dessin, ce trait, ces personnages dépressifs au cerne d'insomniaque. Ah, c'est beau. Toujours dans la tension dramatique, mais dans un tout autre genre, je vous présente Isaac. Et oui, Isaac, hein, pas Isaac. J'ai prononcé Isaac pendant des jours, jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait un deuxième S. C'est un manga scénarisé par Shinji Makari et dessiné par Double S que l'on connaît déjà, puisqu'il a dessiné Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la nouvelle série seinen des éditions Kion, et c'est génial. Ouais, c'est génial, je t'aime. On est en 1620, on est en pleine guerre des 30 ans, entre l'Allemagne et l'Espagne. Il y a des complots, il y a des alliances, il y a des ennemis partout, et tout le monde est potentiellement mortel ici. Et dans cette Europe en guerre, et plus particulièrement en Allemagne, il y a le château de Fauchbourg. J'espère que je prononce bien, je suis désolée, je n'ai jamais fait allemand. Cette forteresse est un peu dans la mouise, puisque eh bien, elle est gardée plus ou moins par quelques mercenaires et quelques soldats qui sont restés. Il y a de nombreux villageois qui sont à l'intérieur, qui cherchent un refuge. Et surtout, il y a les Espagnols qui viennent armés jusqu'aux dents dans quelques heures. Et parmi ces mercenaires, il y a Isaac, qui est sur la couverture, qui est là, magnifique, vous pouvez l'admirer, qui n'est pas un mercenaire comme les autres, parce que il n'est clairement pas concerné
par la guerre des 30 ans. Isaac n'est ni catholique ni protestant, et surtout, il n'est pas européen. Isaac, ce n'est même pas son vrai prénom, il vient de loin puisqu'il vient du Japon. Il a quitté le Japon il y a de cela 1 an, il a traversé l'océan pour arriver jusqu'en Allemagne, il a une vengeance à accomplir. Son maître a été tué puis dérobé, dans cet endroit-là, et l'assassin s'est barré en Europe et est entré au service des Espagnols. Du coup, Isaac ne connaît que son nom et peut-être son visage, et encore, je ne suis plus très sûre, mais il a tout de même un plan infaillible. Il va tuer tous les Espagnols jusqu'à trouver le traître. Donc, bonne chance Isaac, on croit en toi. J'ai beaucoup aimé ce manga au point que ça soit un coup de cœur parce que déjà Isaac est beau. Pas le personnage, hein. Le manga. Le personnage est très beau, hein. Ça oui, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour. Mais le manga en lui-même est très beau parce que c'est un graphisme qui me plaît. C'est un graphisme tout en détail, tout en précision, avec un trait fin. Petite vue d'ensemble d'une planche, enfin de 2 planches, pour que vous puissiez voir le dessin. Toujours au niveau des dessins, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que on est dans une Europe qui n'est pas du tout idéalisée. Donc, évidemment, tous les personnages sont beaux parce qu'on reste dans un manga et que le manga doit être vendeur, doit être accrocheur, donc les personnages doivent être beaux. Mais contrairement à beaucoup de mangas qui se passent en Europe ou qui se passe dans une Europe un peu fantasmée, dans une fausse Europe style Britannia, eh bien on a des Européens qui sont très crédibles. Physiquement parlant, ils ne sont pas tous grands, blonds, avec des yeux bleus pétillants, ils n'ont pas tous une chevelure de rêve, il y en a qui sont bruns, il y en a qui sont barbus, il y en a qui sont trapus, il y en a qui ont une vraie gueule, et même vestimentairement parlant, en fait, on voit la différence entre les Espagnols et les Allemands, et ça m'a beaucoup plu. Et en parlant d'Isaac, là je vais pouvoir parler du dessin pour arriver au scénario, et bien quand on le voit, il fait un peu cliché du japonais tel qu'on l'imagine, le samouraï japonais, longue chevelure, queue de cheval, sabre, armure, et puis c'est vrai que la première fois qu'on le voit, il est comme ça, effectivement, il est dans son armure japonaise, et il a l'air d'avoir bouffé un glaçon, et puis même, c'est un peu l'image qu'on se fait du japonais, et c'est un taiseux, il parle pas beaucoup, et quand il parle, généralement c'est pour dire quelque chose de très sensé, mais l'auteur est très doué parce que si à première vue, effectivement, on peut se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet archétype ?» Eh bien, très vite on réalise que Isaac est loin d'être un archétype. Déjà, c'est un soldat moderne. Je ne vous dis pas pourquoi, mais moi ça m'a plu. Et de plus, même si c'est un taiseux et que quand il parle, on dirait qu'il te donne une leçon de vie, eh bien, déjà, c'est dans son caractère. On réalise vite que c'est pas un gros bavard, Isaac. Et surtout, en fait, sa façon de penser qui peut paraître typiquement japonaise, le sacrifice de soi, le fait de partir vraiment jusqu'au bout de ses rêves pour accomplir sa destinée, eh bien elle n'est pas représentée de manière caricaturale. Les Européens ne sont pas là en extase devant la façon de penser si inspirante d'Isaac, au contraire, ils ne le comprennent pas. Et là où ça aurait pu partir en clivage, en tension, entre Européens et Japonais, bah finalement, au contraire, c'est traité avec beaucoup de respect. Les Européens ne comprennent pas forcément Isaac, mais ils ont du respect pour lui parce qu'ils voient que c'est un vrai guerrier, qu'il n'est pas là par hasard, et que surtout c'est un homme déterminé. Shinji Makari, même s'il n'a jamais été publié auparavant en France, c'est pas un amateur, il écrit des histoires depuis de très nombreuses années, et avant il a été journaliste freelance, il a été reporter, il a voyagé partout dans le monde, il a été à Paris, il a été en Inde, enfin. Ce mec c'est une espèce de globe-trotteur de la plume, je respecte cet homme. Donc coup de cœur évidemment pour l'histoire, coup de cœur pour le personnage d'Isaac et les Européens, coup de cœur pour le dessin, coup de cœur pour l'auteur, et évidemment coup de cœur pour le fait que ça soit historique. Voilà, histoire, toujours, mon amour. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que eh bien, c'est inspiré de faits réels. Donc si Isaac en tant que tel n'a pas existé, oh, quel dommage. Des soldats japonais qui venaient en Europe au XVIIe siècle, ça a vraiment existé. Et alors c'était pas juste 1 ou 2 japonais, hein. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ça, et je sais pas ce qui les a poussés à traverser l'océan pour arriver en Europe en période de guerre. Il y a mieux comme voyage touristique, mais en tout cas c'est un fait réel, un fait qu'on retrouve sur certains documents. Il y a plein de japonais qui ont participé à la guerre de 30 ans. Et dernier gros coup de cœur de cette vidéo, il s'agit de L'Atelier des sorciers de Kamome Shirama aux éditions Pika. Je remercie beaucoup
beaucoup les éditions Pika pour me l'avoir envoyé. Il est sorti depuis, vous pouvez le trouver en librairie. Et attention, il y a cette édition simple, qui est déjà superbe, devant et derrière. Mais il y a également cette édition collector du premier tome, qui est magnifique à regarder, regardez, devant et derrière, et qui a en plus un petit bonus, un petit artbook. Je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est un trésor, regardez sous verre, c'est prodigieux, c'est merveilleux, j'ai pété un câble avec ce manga, oui. Béni sois-tu, atelier des sorciers, je suis ta fidèle servante, mon âme Étienne, fais-en ce que tu voudras. Donc si je les ai déjà remerciés, je remercie encore une fois les éditions Pika, pour m'avoir envoyé aussi cette édition collector avec l'artbook qui est juste magnifique, que j'aime beaucoup. Et je suis très triste parce que je viens d'apprendre ce matin, il n'y a même pas 2 heures, qu'au salon du livre, il y avait un portfolio qui était vendu sur le stand de Pika avec des illustrations inédites. Je me sens mal. L'atelier des sorciers, ça avait tout pour me plaire. Ça parle de magie, ça parle de sorciers, ça parle de monde fantastique, ça parle d'une fille qui s'appelle Coco. On est dans un monde très médiéval, un monde qui, pour l'instant, n'a pas de nom. C'est le mystère, c'est la légende. Et dans ce monde, il y a la magie qui est partout. Elle est dans la nature, elle est dans les objets. Et cette magie, évidemment, fascine. Et Coco, l'héroïne, qui a une dizaine d'années, eh bien, évidemment, est fascinée par la magie, mais fascinée hardcore. C'est une fan, hein. C'est une otaku de la magie. C'est son rêve depuis toute petite de devenir sorcière. Malheureusement pour elle, la magie, eh bien, ça ne s'apprend pas. C'est un don qui arrive à la naissance et que les enfants développent soit très tôt, soit jamais. Et bah, Coco, elle fait partie de la deuxième catégorie. Du coup, même si elle ne deviendra jamais sorcière, elle rêve tout haut de magie et elle saoule un peu sa mère à force de lui dire « Je veux être sorcière, je veux être sorcière !» Mais voilà qu'un matin, un sorcier arrive chez Coco, il passait, parce que sa mère tient une boutique de tissus, et il avait besoin de tissus, justement. Ah, quel hasard! Et comme la vie fait bien les choses, ce sorcier va devoir utiliser la magie à un certain moment pour réparer quelque chose. Donc là, Coco ne se sent plus, elle se dit « Je vais avoir de la magie, je vais avoir de la magie !» Sauf que le sorcier lui dit « Eh bien, tu vas garder la porte de la salle où je vais entrer, et tu ne vas jamais me voir pratiquer la magie. » Mais la jeune fille va tout de même, évidemment, espionner le sorcier et va découvrir comment se pratique la magie. Et à ce moment-là, elle se dit « Chouette, je vais peut-être pouvoir faire pareil !» Parce qu'il se trouve que Coco a en sa possession un petit grimoire, un petit livre de sorts. Et bien sûr, depuis toutes ces années, elle a essayé de lancer des sorts, mais elle n'a jamais réussi. Mais elle vient de découvrir qu'elle n'avait pas la bonne méthode. Et maintenant qu'elle est au courant, eh bien elle va se lancer avec ardeur, avec passion dans cet exercice de magie. Et elle va réussir. Et alors là, wouhou, miracle! L'atelier des sorciers, c'est vraiment très bien, très beau, c'est un bijou à regarder. Je suis totalement amoureuse du style de cet auteur. Alors il faut savoir que Kamome Shirahama, c'est une dessinatrice en freelance et elle a notamment dessiné pour DC Comics et Marvel. Donc quand tu tapes son nom et que tu tapes Marvel à côté et qu'il y a Deadpool le cabaret, tu te dis cette femme est un génie, cette femme est une déesse, je l'aime. Tout est détaillé au millimètre près dans ce manga, c'est beau à regarder. Elle s'inspire de l'art déco, elle s'inspire de l'art nouveau, elle s'inspire du style graphique de tonnes d'auteurs, aussi bien américains que franco-belges. Et il y a plein de choses qui te sautent aux yeux, c'est merveilleux. Si c'était en couleur, ça serait encore plus merveilleux. Son style graphique et l'ambiance tellement douce, tellement tendre qui ressort, ça me fait beaucoup penser à un livre d'images. En fait, on verrait bien ça en album. Moi, j'imagine bien un atelier des sorciers, format A4 ou format plus grand, A3 ou A5, je me trompe toujours, où on aurait des tonnes de paysages, on aurait juste les paysages. Rien que ça, c'est merveilleux. Puis l'histoire, bon, si elle est assez simple au départ, parce qu'on a déjà vu ça 1 million de fois, l'enfant qui n'était pas élu, mais qui finalement est élu et devient un sorcier, et va dans une école de magie, et va devoir se battre pour sauver sa vie, hein. Je ne cite personne avec des lunettes et un éclair sur le front. Et bien, même ça, Kamome Shirahama arrive à s'en détacher parce que elle a trouvé une idée qui est en lien avec le fait de pratiquer la magie. Techniquement, je pourrais vous dire ce que c'est, mais ça gâcherait la surprise, ça gâcherait l'effet waouh, et j'ai pas envie. Et quand tu es amoureux de l'art, amoureux du dessin, amoureux de la magie, eh bien ça te parle parce que c'est hyper métaphorique. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Coco, qui est l'héroïne, n'est pas une élue. En fait, dès le premier chapitre, on lui dit bien qu'à la base, elle n'est pas faite pour être sorcière, et quand elle va commencer à apprendre la magie, eh bien, elle n'est pas douée. Ajoute à ça un petit animal tout mignon que tu as envie de câliner et que je voudrais en peluche, eh bien forcément, bah, tu me gagnes. Hein. Oui, je suis une enfant, oui.
Donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. En fait, les 5 mangas que je vous ai présentés dans cette vidéo, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc je vous invite à aller lire tous et à revenir me voir après. Et comme ça, on parlera tous pendant des heures et ça sera merveilleux. Donc foncez, vraiment foncez vers ces 5 mangas, vous serez pas déçus. On a de l'humour, on a de l'attention dramatique, on a de l'histoire, on a du merveilleux, on a de la beauté visuelle, c'est génial. Donc je vous invite, oui, à vous ruiner pour des mangas, mais de bons mangas, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!